Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appel démocrate pour le RIC constituant. Alors, c'est un appel aux candidats du second tour de s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Le RIC constituant, vous savez, c'est le RIC, un référendum d'initiative citoyenne, mais constituant, c'est-à-dire qui permet de modifier la Constitution et pas juste les lois ordinaires. Et concrètement, ça permet à des citoyens de rédiger une proposition de modification de la Constitution sur le sujet de leur choix. Et puis, s'ils réunissent le nombre requis de signatures, leur proposition passe au référendum. Et si le peuple accepte la proposition, la modification est, la Constitution est modifiée conformément à la proposition. Alors, la version de cet appel qui a été envoyé à Macron rappelle d'abord que les démocrates ont demandé à Macron de mettre le RIC dans son programme, mais qu'il ne l'a pas fait. Deuxièmement, il rappelle qu'il y a une large majorité des citoyens qui sont favorables au RIC, mais qui sont même favorables au RIC constituant. Il y a 73%, selon un récent sondage, des citoyens qui sont favorables au RIC constituant. Et ensuite, l'appel demande justement de s'engager pour le RIC constituant, mais pour que l'engagement soit sur un véritable RIC constituant et puis qu'il soit crédible, l'engagement est décliné en 4 points. Le premier, c'est de modifier l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire l'article qui régit la révision de la Constitution, de le modifier de sorte à ce que les citoyens puissent aussi initier une modification de la Constitution, donc pour instaurer le RIC constituant, et puis d'autre part pour enlever la possibilité pour les élus de modifier la Constitution sans passer par un référendum. Donc c'est des modifications qui font que la Constitution sera vraiment en main des citoyens. La Constitution, qui est donc le texte suprême de la législation française. Donc, ce premier engagement de s'engager sur un article 89 rédigé et qui correspondent à un véritable RIC constituant. Un bon exemple, c'est la proposition que la salle a faite à l'Assemblée nationale. On peut aussi voir une proposition rédigée sur le site d'Espoiric. Le deuxième engagement, c'est que d'organiser un référendum d'initiative présidentielle sur proposition du Premier ministre selon l'article 11 de la Constitution pour être précis, mais c'est simplement organiser un référendum sur l'instauration du RIC constituant, un peu comme De Gaulle avait fait un référendum pour demander aux Français s'ils voulaient que désormais le président soit élu au suffrage universel. Donc, il y a un précédent comme ça. D'ailleurs, Mitterrand, une fois arrivé au pouvoir, a aussi reconnu que c'était une façon de modifier la Constitution, c'est-à-dire de faire un référendum d'initiative présidentielle qui propose une modification de la Constitution. Mais il y a des grands débats sur la question de est-ce que c'est vraiment une façon correcte de faire, parce que c'est l'article 89 qui dit comment on modifie la Constitution. Donc c'est pas c'est pas évident que c'est tout à fait correct d'utiliser l'article 11 de cette façon. Et c'est pourquoi, bien qu'il y ait vraiment une jurisprudence, puis la jurisprudence de Gaulle, et puis réaffirmée ensuite par Mitterrand, et puis de toute façon le Conseil constitutionnel il est censé se prononcer sur ce qui vient du Parlement, mais pas sur les propositions qui viennent du gouvernement, du président. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour être tout à fait sûr de ne pas avoir de problème avec le Conseil constitutionnel et pour rassurer le Conseil constitutionnel, l'idée c'est de dire ça serait la seule
la seule fois, le candidat s'engage que ce serait la seule fois où il utilise le référendum d'initiative présidentielle pour modifier la Constitution. Comme ça, on verrait que le Conseil constitutionnel verrait que c'est vraiment pour un grand truc comme ça et qu'il ne va pas commencer à l'utiliser pour beaucoup de choses. C'est vraiment une utilisation exceptionnelle. Le troisième engagement, c'est de promulguer le décret de ce référendum sur les constituants, de promulguer le décret avant les législatives, afin que les citoyens puissent sanctionner si la promesse n'est pas tenue. Donc ça, c'est quelque chose qui rend crédible la promesse, puisque ça coûterait au candidat s'il ne la tenait pas, puisque s'il a une bérésina aux législatives, après il se trouve dans la situation où il n'a que le pouvoir vraiment du président sans avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, c'est comme les présidents en période de cohabitation, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc ce serait vraiment une réduction énorme. Il se trouverait comme un président de cohabitation. Donc pour ne pas se trouver dans cette situation, certainement qu'il tiendrait sa promesse. Et donc le fait de lancer le processus avant les législatives crédibilise la promesse. Le quatrième point, c'est de faire un acte notarié privé dans lequel il s'engage à donner ses biens s'il ne tient pas la promesse. Donc c'est une garantie supplémentaire que la promesse sera tenue. Voilà, donc cet engagement, il est décliné en 4 points. Je vais peut-être faire vite une petite parenthèse pour ceux qui connaissent déjà les 3 points d'Espoiry qu'il y avait avant. En quoi c'est similaire, en quoi c'est différent. Une différence, c'est qu'il y a cet acte notarié qui n'était pas demandé avant. La salle s'est engagée sur les 3 points qu'avait Espoiry avant, plus cet acte notarié, où il donne ses biens au cas où la promesse n'est pas tenue. Pour moi, le fait que le processus est lancé avant les législatives, c'est suffisant en fait pour rendre crédible la promesse. Il y a certains qui disent que non parce qu'il y a peu de gens pour qui cette question du RIC constituant est déterminante. Évidemment, la large majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont favorables au RIC constituant, mais c'est qu'une petite minorité pour qui c'est déterminant. Et donc certains disent oui, bon, ben, la sanction des législatives, elle risque de ne pas venir. Je pense qu'il se trompe parce que si le candidat ne tient pas cette promesse qui était particulièrement solennelle, avec des garanties de toutes sortes, et si malgré tout il ne la tient pas, alors à ce moment-là, il a perdu toute crédibilité et les gens ne vont pas croire qu'il va tenir ses autres promesses. Et il va y avoir vraiment une bérésina aux législatives. Donc je pense qu'en fait, le fait de lancer le processus avant les législatives est suffisant, mais bon, ça peut être utile quand même d'avoir en plus, au fond, il y a la ceinture du fait de lancer avant les législatives, et puis les bretelles de cet acte notarié. Et puis, ben, c'est une garantie supplémentaire. Ça peut être utile, surtout si certains d'entre vous sont pas tout à fait convaincus que lancer le processus avant les législatives suffise. Et puis ça coûte pas grand-chose au candidat. S'il avait l'intention de tenir sa promesse, le fait de faire cet acte notarié lui coûte rien en fait, puisqu'il perd que s'il tient pas sa promesse. Et cette promesse dépend que de lui. Donc il choisit un Premier ministre qui lui propose de faire ce référendum sur les constituants, et ensuite il organise le référendum, et voilà, c'est fait. Donc cette promesse, il peut tout à fait la tenir. Voilà, donc ça c'est la première différence, c'est qu'il y a eu cette question de acte notarié qui a été rajoutée. Puis une autre différence, c'est que avant, il y avait l'idée que ça devait être la première promesse. Et
la raison, d'une part, donner le pouvoir au peuple, ça devrait être la première promesse dans une démocratie, mais la fonction de cette exigence que ce soit la première promesse, la fonction était justement de dissuader le Conseil constitutionnel de s'opposer à la tenue de ce référendum. Mais, euh, mais certainement que ça a été remplacé par le fait que c'est le seul sujet euh, par lequel le président ferait un référendum d'initiative présidentielle pour modifier la Constitution. Et là, ça donne déjà un statut, ça donne aussi un statut particulier à cette promesse. Et ça devrait suffire à dissuader le Conseil constitutionnel de s'opposer à la tenue du référendum, d'autant plus qu'il y a aussi la promesse de le faire avant les législatives. C'est donc une promesse très très particulière. Et ça devrait effectivement suffire pour dissuader le Conseil constitutionnel de s'opposer à la tenue de ce référendum parce qu'il court le risque, s'il s'y oppose, que le président s'y engagé le fasse quand même, et ensuite d'avoir 80% des citoyens qui votent pour l'instauration du rite constituant lors d'un référendum que le Conseil constitutionnel aurait tenté d'empêcher sa tenue. Et ça ferait une perte énorme de crédibilité pour le Conseil, de crédibilité, de légitimité aussi pour le Conseil constitutionnel. Donc je crois que là, les boulons sont bien serrés. Voilà. Donc ces quatre conditions sont bonnes. Je viens d'expliquer, je ferme maintenant la parenthèse, un peu la différence avec les trois conditions qu'il y avait euh, auparavant. Peut-être juste une précision encore sur l'histoire de la première promesse. Probablement que ce changement est une bonne chose parce que peut-être c'était difficile à digérer pour les candidats qui se disaient ouais mais moi je suis prêt à mettre le rite constituant mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, il y a autre chose. Ma première promesse elle est ailleurs. Donc c'était peut-être une bonne chose de faire ce changement-là. Voilà. Donc ça c'est l'appel dans la version qui a été envoyée à Macron. Et puis, bon, je vous dirais que je n'ai pas beaucoup d'espoir que Macron réponde positivement à cet appel. Et puis l'appel qui a été envoyé à Le Pen, c'est assez similaire. Les conditions sont les mêmes, donc je ne vais pas en reparler. Les quatre engagements. Euh, Mais ça commence par des félicitations parce que Le Pen s'est engagé très clairement pour le RIC, pour le référendum d'initiative citoyenne. Mais il y a deux problèmes. Un problème c'était très clair, mais ce n'était pas forcément crédible. Disons, être clair, c'est important pour être crédible, mais ça ne suffit pas. On peut faire une promesse très claire et puis ensuite ne pas la tenir. Donc il y a un problème de crédibilité. Et puis il y a aussi le problème qui semble que ce soit un RIC purement législatif, donc pour changer les lois ordinaires, mais pas pour changer la Constitution. Euh, alors, la raison qu'on pense que d'abord, elle ne parle pas tellement de RIC constituant, et deuxièmement, il y a eu dans sa conférence de presse, là où elle a parlé du RIC, il y a eu un journaliste qui lui a demandé, par rapport à la... Parce qu'elle avait dit que le RIC, la proposition, disons, citoyenne, elle doit être compatible avec la Constitution. Et ça, c'est assez logique si c'est une proposition d'une loi ordinaire. Mais si c'est une proposition d'une loi constitutionnelle, donc de modifier la Constitution, ça n'a pas de sens de dire que ça doit être conforme à la Constitution, puisqu'il s'agit justement de modifier la Constitution. Donc le journaliste avait demandé, euh, oui, pourquoi est-ce que ça devait vraiment toujours être conforme à la Constitution, et puis enfin plus précisément, il a demandé si ça permettait de modifier la Constitution, et puis la réponse de Le Pen était très laconique, puisque c'était simplement non.
Euh, donc moi, je comprends non comme étant, non, le RIC ne permettra pas de modifier la Constitution, ce qui est vraiment très étrange parce que elle parle avant du peuple, qu'il faut donner le pouvoir au peuple, etc. On ne voit pas pourquoi la- le peuple n'aurait pas le droit d'initier une modification de la Constitution dans ces conditions. Donc, disons, c'est assez bizarre. Mais disons, moi, j'ai compris ça comme ça, que le RIC constituant, il n'était pas euh, inclus. En tout cas, s'il est inclus, c'est en tout cas pas très clair. Peut-être que ce qu'elle voulait dire, c'est non, non, si c'est un RIC constituant, alors il n'a pas besoin d'être compatible avec la Constitution, puisqu'il s'agit de modifier la Constitution. Et bien sûr, le RIC constituant est dans mon programme. Donc ça, on peut rêver, mais moi, je n'ai pas compris comme ça. Si c'est comme ça, c'est pas du coup tout clair. Et je disais tout à l'heure, clair, ça suffit pas, mais c'est une condition nécessaire quand même pour être crédible. Donc la première chose, c'est d'être clair. Et là, sa promesse, elle est vraiment pas du tout claire. Pour moi, il n'y a pas le reconstituant dedans. Donc, en fait, il me semble que Le Pen a un coup à jouer, qu'elle a essayé de jouer un coup, mais que ça va pas marcher comme ça. C'est-à-dire que c'est pas clair et c'est pas crédible. Ce qui est clair, c'est ce qu'elle a dit sur le RIC, alors peut-être législatif. Là, c'était clair, mais c'était pas crédible au sens où on n'a pas de raison de penser qu'elle va tenir sa promesse. Donc, ce que je dirais, c'est que si elle veut y aller comme ça, elle doit vraiment rendre plus crédible, justement, en s'engageant à lancer euh, ce référendum, ou ces deux référendums dans ce cas-là. Je ne crois pas que les démocrates lui en voudront si au lieu d'avoir juste un référendum sur le RIC constituant, elle avait aussi un deuxième référendum sur le RIC, l'instauration du RIC législatif. Mais elle doit s'engager à- à promulguer le décret qui lance ces référendums, à promulguer ça avant les législatives, et puis à faire aussi cet acte notarié où elle perdrait tous ses biens si elle ne tient pas ses promesses. Et c'est seulement à ces conditions-là que ce qu'elle dit serait véritablement entendu. Et, et là, il y aurait un coup à jouer parce qu'il pourrait y avoir des citoyens, beaucoup de citoyens qui se disent, d'une part, il y a des citoyens qui aiment Macron, ils vont voter pour Macron. Il y a des citoyens qui aiment Le Pen, ils vont voter pour Le Pen. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens qui aiment ni l'un ni l'autre. Et ils peuvent se dire, je suis prêt à voter pour celui que je peux contrôler. C'est-à-dire s'il y en a un des deux qui s'engage de façon crédible, il faut que ce soit évidemment crédible, hein, ça ne suffit pas une parole en l'air. Mais si un des candidats s'engage de façon crédible à mettre le RIC constituant, ça suffirait, parce qu'une fois qu'on a le RIC constituant, on peut instaurer le RIC, le peuple peut instaurer le RIC législatif. Donc RIC constituant suffirait, mais encore mieux le RIC constituant et le RIC législatif. Si un candidat s'engage à ça, eh bien après, moi, en tant que citoyen, le peuple peut le contrôler. Et moi, il peut y avoir beaucoup de citoyens qui se disent, moi, j'aime ni l'un ni l'autre, mais je vais voter pour celui que je peux contrôler. Donc si elle s'engage de façon crédible pour ça, elle peut avoir tous ces citoyens-là, et ça risque d'être assez pour faire la différence entre perdre l'élection et gagner l'élection. Donc, elle a vraiment un coup à jouer là. Et, bon, en plus, il peut y avoir ceux qui se disent on en prendra plein la gueule, mais ça durera un quinquennat, tandis que le RIC constituant, là, on l'aura pour toujours. Parce qu'évidemment que le RIC constituant, pour l'enlever ensuite, il faudra passer par un référendum. Et puis le peuple ne sera pas assez bête pour s'enlever lui-même ce droit si difficilement acquis.
Donc, une fois qu'il sera là, ce rite constituant, ben, il ne sera pas enlevé. C'est pas le peuple qui va l'enlever, et sans le peuple, on ne pourra pas l'enlever. Donc, il restera. Et donc, il va y avoir aussi ceux qui se disent, ben, on en prendra plein la gueule pendant 5 ans, mais de toute façon, avec l'autre, on en prendrait aussi plein la gueule, mais au moins avec celui-là, il y aura, ensuite, il nous restera le rite constituant. Mais je reviens sur mon point premier, à savoir que on en prendra en fait moins plein la gueule, on en prendra moins, parce que c'est un président qu'on pourra contrôler. Donc voilà, ça peut tout à fait faire la différence entre gagner ou perdre cette élection présidentielle. Maintenant, pour ce qui est de Le Pen, ben, il y a deux scénarios. Je vais être exhaustif et voir tous les scénarios possibles, disons. Un scénario, c'est qu'elle est une vraie démocrate, et dans ce cas-là, ça ne doit pas la déranger de donner le pouvoir au peuple en instaurant le rite constituant, et éventuellement aussi directement le rite législatif. Sinon, les citoyens se chargeront eux-mêmes d'utiliser le rite constituant pour instaurer le rite législatif. Si c'est une démocrate, ça ne doit pas la déranger. Si elle pense que les réformes qu'elle veut faire sont des réformes qui sont approuvées par le peuple plutôt qu'opposées par le peuple, euh, c'est des réformes que le peuple approuve, eh bien, elle n'a rien à perdre à passer par un référendum. Donc, pour elle, dans ce scénario-là, ça ne doit pas la déranger. Maintenant, il faut bien imaginer qu'il y a aussi d'autres scénarios possibles. L'autre scénario, c'est qu'en fait, comme la plupart de ceux qui cherchent à devenir président, ils sont assoiffés de pouvoir, et puis ils visent ce rôle de président monarque, et ils veulent avoir beaucoup de pouvoir, et puis le RIC, ça les amuse pas trop, disons, parce que ça limite leur pouvoir à eux, puisque le peuple peut dire non à une de leurs lois, etc. Ou initier une modification de la Constitution qui ne plairait pas au président. Donc, dans ce scénario où en fait elle est attirée par le pouvoir monarcal du président français, euh, elle pourrait être tentée de se dire ouais ben non, le RIC j'aime pas trop, peut-être que je préfère avoir des chances moindres de gagner cette élection en 2022, mais si je la gagne, au moins je serai un vrai monarque. Et puis si je la gagne pas, ben, il y aura 2027, et puis là, peut-être que je la gagnerai, et puis là, je serai un vrai monarque. Voilà, je peux calculer comme ça. À mon avis, ce serait un calcul très mauvais, parce que pour ce qui est de 2027, elle sera pas, c'est assez clair qu'elle ne sera pas au second tour en 2027, parce que si elle perd en 2022, elle va renforcer sa réputation de machine à perdre. Et elle sera pas. Il y aura d'autres figures dans son camp qui se chargeront d'aller à la présidentielle, et elle ne sera pas elle-même euh, au deuxième tour en tout cas. Et donc là, elle peut oublier. Si elle perd en 2022, elle peut oublier pour 2027. Et puis pour 2022, ben, l'écart avec Macron est pas gigantesque, il n'est pas très grand, mais il est quand même significatif. Et là, elle a de gros risques de perdre cette élection. Donc si elle se montre trop gourmande, en voulant avoir ce pouvoir de monarque, elle risque simplement d'en demander trop et d'avoir rien à la fin, de perdre l'élection. Donc si elle a dessous de bon sens, elle va accepter de prendre ces cartes engagements, en tout cas pour le RIC constituant, et encore mieux si elle y ajoute le RIC législatif. Elle va s'engager à elle va prendre ses engagements pour, bah déjà dans son intérêt personnel, pour augmenter ses chances de gagner cette élection. Et puis par ailleurs, elle dit toujours que ce serait la catastrophe pour la France si Macron était élu. Bien, si elle croit vraiment ça, elle devrait faire le maximum pour que ce ne soit pas Macron qui est élu. Et donc prendre cet engagement qui réduit les chances que Macron soit élu. Donc
si elle a dessous de bon sens, à la fois dans son intérêt et dans sa perception de l'intérêt de la France, elle devrait saisir ce joker et s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et pendant qu'elle y est, s'engager aussi de façon crédible pour le RIC législatif.